Donc Jean-Gabriel Ganassia, c'est un type incroyable. Ingénieur, philosophe, professeur, chercheur, auteur. Première question, Jean-Gabriel, pourquoi tu t'es intéressé à l'IA en 1983 alors que la plupart des gens dans cette salle n'étaient pas nés? Alors pourquoi est-ce que j'ai fait de l'intelligence artificielle? Parce que j'ai fait mon service militaire, ça m'a pas vraiment plu. Et j'étais scientifique du contingent et je travaillais dans un service qui testait des caméras de vision nocturne. Alors c'est formidable. Vous avez déjà utilisé des caméras de vision nocturne? Non. Parce qu'on voit des animaux dans la forêt tout à fait étonnants la nuit. Mais c'était extrêmement fatigant parce que c'était des écrans verts, fluorescents. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'on force les opérateurs à rester des heures sur ces écrans. Et là, je rêvais, je me disais, il faudrait qu'on utilise des techniques pour automatiser le traitement des images. Mais je n'avais pas très confiance en moi. J'avais eu quelques cours de traitement d'images, mais c'était du traitement numérique. Et comme je m'intéressais à la philo, je trouvais qu'il fallait qu'il y ait des concepts. Mais bon, j'étais très hésitant là-dessus. Et un jour à la radio, j'entends quelqu'un, et je ne sais pas si je l'ai bien compris, mais en tout cas, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire. Et en 1990, regardez ce bouquin qui sort, Les enjeux de l'intelligence artificielle. À l'époque, qu'est-ce qu'ils pensaient les gens quand ils ont vu ce bouquin sortir? Ben, c'était l'âme-machine, et c'est quand même, il y avait déjà pas mal de personnes qui travaillaient sur les sciences cognitives, et ils trouvaient que c'était un peu scandaleux qu'on puisse imaginer que la machine puisse avoir une âme. Et en même temps, je trouvais que c'était une belle idée, se demander comment le psychisme, ce qui anime la machine, on pouvait essayer de le formaliser et de le modéliser. Alors, je suis avec Stéphane Roder. Toi aussi, en 90, tu t'intéressais à l'informatique? Ah oui, oui, oui. Et après, Jean-Gabriel a été mon professeur. Tu as une question à lui poser? Alors, Jean-Gabriel, est-ce que finalement, tu as trouvé une âme dans l'intelligence artificielle? Non, je n'ai pas trouvé d'âme dans l'intelligence artificielle. Et bien sûr, la notion d'âme-machine, ce n'était pas une âme au sens spirituel, c'était une âme au sens, j'allais dire, parce que je suis philosophe, au sens aristotélicien. Vous savez que dans le traité De Anima, c'est-à-dire l'analyse psychologique, Aristote essaye de se demander qu'est-ce que c'est rationnellement comme étude de l'âme. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était le parallèle entre la psychologie et l'intelligence artificielle. En 2017, tu sors ce bouquin, Le mythe de la singularité, ça veut dire quoi? Alors, ça, c'était autre chose. Rapidement, parce que... D'accord, ouais. Alors, le mythe de la singularité technologique, c'est l'idée que les machines vont se développer tellement qu'elles vont prendre leur essence et qu'elles vont prendre le pouvoir. Et là, je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. Et donc, il faut expliquer pourquoi les arguments qui sont employés par les tenants de la singularité ne sont pas fondés. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce petit livre. Les machines vont-elles devenir plus intelligentes et plus puissantes que nous? Alors, oui ou non? C'est de se dire, non, bien évidemment que non. Enfin, elles peuvent être plus puissantes que nous. Vous savez déjà qu'il y a des machines qui font des multiplications bien mieux que nous. Elles nous battent aux échecs, elles nous battent au jeu de Go. Ça pose pas de problème. Mais en revanche, que les machines, tout d'un coup, puissent modéliser notre conscience, puissent éventuellement être conscience, ça, je disais, non, c'est pas possible. Alors, Antoine a une question à te poser. Et tu disais que la conscience, on peut la modéliser. Et pourquoi la machine, dans ce cas-là, n'aurait pas une conscience? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle conscience. Et alors là, j'ai 2 minutes. Et c'est extrêmement difficile de répondre rapidement. Mais la conscience, c'est un terme extrêmement polysémique. On peut imaginer, lorsque vous avez un petit robot Roomba, qu'il a une conscience, plus exactement, vous projetez sur le robot une âme, un psychisme. Et ça, on peut fabriquer des machines qui sont conscientes en ce sens-là. On peut imaginer qu'une machine réfléchisse, c'est-à-dire qu'elle examine son comportement pour essayer de s'améliorer. Et ça, on a fait des systèmes d'apprentissage. Moi, je travaille aujourd'hui sur l'éthique computationnelle et on utilise ce type de technique pour que
la machine obéisse à un certain nombre de prescriptions. Mais est-ce qu'une machine peut avoir des émotions? Et ça, je dis non. Hein, on n'a aucun élément qui nous laisse entendre. Pour l'instant. Pour l'instant. Pas seulement pour l'instant. Moi, je crois pas du tout. Alors, 2022, tu sors 2 ouvrages vers une domination programmée. J'ai sorti, j'ose pas le dire parce que je l'ai sorti avec un nom de plume, Gabriel Naège, c'est l'anagramme de mon prénom, un petit livre et qui fait un peu la suite du mythe de la singularité. C'est le cauchemar d'un jeune homme dont la mère a décidé de se télécharger, donc de mettre sa conscience sur un ordinateur. Donc on suppose que la singularité est advenue. Hein, c'est un petit roman. Voilà. Alors, 2023, c'est vraiment... qu'est-ce qui se passe? ChatGPT, fantasme ou danger? Je ne sais pas si c'était une chronique ou autre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Toi qui suis l'intelligence artificielle depuis des années. Ça commence en 2022. En juin 2022, j'essaye GPT. Et là, je suis assez étonné de voir les capacités de la machine à générer des textes. Et j'écris une chronique sur le sujet qui paraît dans la revue La Recherche en octobre 2022. Et donc, j'écris la moitié de ma chronique avec GPT, puis l'autre moitié, j'explique que ce que j'ai dit au début, je ne suis pas d'accord avec, enfin bon, peu importe. Et puis, fin novembre 2022, vous le savez tous, il y a eu l'apparition de ChatGPT. Et à ce moment-là, bien sûr, ce qui était important, c'est d'expliquer ce que c'était. Hein. C'était qu'à la fois, c'est extraordinaire, tout le monde a testé, tout le monde a vu les prouesses de ces machines, et en même temps, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que malgré tout, quand même, il y avait des limites à ces systèmes, et en particulier, bien sûr, que si les machines étaient capables de générer des textes automatiquement, de générer des images qui ressemblent à des photos qui peuvent nous tromper, en même temps, bien sûr, ça peut être complètement faux et complètement absurde. Une question de Aurélie. Bonjour Jean-Gabriel. Donc, j'ai lu Le mythe de la singularité, j'ai beaucoup aimé, bravo. J'avais une question. Récemment, il y a donc une personne qui était atteinte d'un cancer qui a téléchargé une partie de sa mémoire, de ses photos et de son raisonnement pour sa femme et sa famille. Et je veux savoir ce que vous en pensiez, en fait. Est-ce que... en soi, on a l'impression quand même que c'est une très bonne technologie pour les personnes qui vont perdre leurs défunts, futurs défunts. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut imaginer ce qu'on appelle les deadbots, hein, c'est-à-dire des machines qui vont enregistrer toutes nos réactions, tous nos courriers électroniques, toutes nos conversations, et puis qui réagissent comme si on était présent. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Alors ça, c'est une question. D'un côté, c'est bien parce que ça peut laisser des souvenirs aux autres, hein, qui sont un peu comme une photographie. Mais d'un autre côté, le risque, c'est que ces machines ne parlent pas vraiment comme nous et qu'elles nous trahissent un tout petit peu. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est un problème. Question de Jean-Claude Guyard, de Capgemini. Est-ce que vraiment la musique vient de là, vient du blues? Alors ça, c'est... Bon, moi, non, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses avec le blues, mais pas uniquement. Mais quand même, il y a peut-être un lien avec l'intelligence artificielle, parce que là, il y a quelqu'un qui m'a rappelé qu'il a été mon étudiant il y a très longtemps. Et en 92, j'avais travaillé avec des musiciens et on a fabriqué une machine qui faisait de l'improvisation en jazz et qui essayait de reproduire la ligne de basse d'un trio rythmique. Alors, regardez ça, humanité numérique, éthique computationnelle. Alors j'avoue que j'ai rien compris. Tu travailles là-dessus, tu écris des bouquins là-dessus, tu passes des heures là-dessus. Ça veut dire quoi? On va mettre de l'humain dans la machine? Alors, il y a deux choses différentes, les humanités numériques et l'éthique computationnelle. Je vais commencer par les humanités numériques. J'ai travaillé avec des littéraires qui s'intéressaient qui, disons, faisaient les poubelles des grands auteurs. Ils essayaient de prendre les brouillons pour essayer de reconstituer la démarche des auteurs. Et ça m'a conduit à me demander comment est-ce qu'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de mieux comprendre la démarche de création artistique. Donc j'ai travaillé là-dessus, on a monté un laboratoire d'excellence avec les équipes de littérature de la Sorbonne là-dessus. Et maintenant, l'éthique computationnelle, c'est autre chose. C'est se demander, est-ce qu'on peut modéliser, c'est pour ça que ça s'appelle computationnel,
les raisonnements éthiques. J'étais parti d'un texte assez classique qui a été écrit par un philosophe à la Révolution française, Benjamin Constant, sur le dilemme du mensonge. Les philosophes souvent nous disent qu'il ne faut pas mentir, et a priori on a l'impression qu'il ne faut pas mentir. Et il disait oui, mais il y a des situations où il est peut-être permis de mentir. Plus exactement, le fait de dire la vérité peut poser un certain nombre de problèmes. Et donc j'ai essayé de modéliser ces arguments, et je le faisais avec des techniques d'intelligence artificielle qui avaient des règles logiques, et puis des règles avec des exceptions aux règles logiques. Donc c'est le grand enjeu de demain, c'est l'éthique, c'est l'intelligence artificielle qui va nous pourquoi submerger. Pourquoi c'est le grand enjeu de demain? C'est parce qu'avec l'apprentissage machine, on peut fabriquer des ordinateurs extrêmement puissants, extrêmement perfectionnés. Mais ces ordinateurs, ils perdent totalement de vue l'aspect moral. Et l'idée, c'est de rajouter des prescriptions au-dessus de la machine. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment dans mon équipe. On modélise les raisonnements d'éthique, et puis on fait aussi des outils qui sont capables de faire ce qu'on appelle en anglais la compliance, c'est-à-dire prouver la conformité à des ensembles de règles. Dernière question de Delphine. Est-ce qu'il y aura un dieu demain? Un quoi? Un dieu, le dieu de l'IA. Alors, est-ce qu'il y a le dieu de l'IA? Alors ça, c'est une excellente question. J'aimerais qu'on applaudisse Delphine, s'il vous plaît, parce que Delphine. Franchement, elle a élevé le débat là, d'un seul coup. Est-ce qu'il y a un dieu? Est-ce qu'il y a une religion? Parce que si on croit aux théoriciens de la singularité technologique ou de l'IA forte, eh ben, on va pouvoir éventuellement... Alors, soit les machines auront une conscience et elles nous détruiront, soit les machines nous aideront à nous réincarner, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transposer notre conscience sur les machines, et puis ensuite on va jeter le corps et on va continuer à exister de façon... Alors, presque... éternellement, on deviendra immortel sur les machines. Et alors, il y a un ingénieur qui était chez Uber, Lewandowski, qui a monté une église. Ça s'appelle l'église de la voix du futur. Donc, vous voyez, c'est une forme de Dieu. Donc, Delphine, tu as totalement raison. Allez, dernier thème, les deepfakes. On en est envahi aujourd'hui. C'est le grand danger qui nous attend. Alors, je crois que c'est... D'abord, les deepfakes ne sont pas neuves. Depuis l'Antiquité, depuis très 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 longtemps, au 18e, par exemple, il y avait les libelles. Au 19e, il y avait les canards. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Les illusions perdues à partir du roman de Balzac. Et il y en a toujours eu. Donc, il y a toujours eu des fausses informations. Le problème avec l'intelligence artificielle, et en particulier avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'on les construit massivement. Et non seulement on les construit massivement, mais en plus de ça, ces informations ressemblent à des photos, sont des vidéos. Et ça, c'est très important parce que du point de vue sémiotique, c'est comme un index pointé sur une réalité. Lorsqu'on dessinait une image qui était fausse ou une peinture, on savait qu'il y avait un peintre qui était... l'intermédiaire, tandis que là, non, tout est présenté comme si c'était une réalité. Dernière question de Laurent Gallo, Ariane Group. Dernier point, je vais plus loin. Le dernier point, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on fait du profilage, et donc on adresse les deepfakes ici à des publics ciblés. Et c'est d'autant plus pernicieux qu'on les adresse à ceux qui sont susceptibles de réagir à ces nouvelles. Allez, Laurent Gallo. Alors, comme disait le philosophe que vous avez sûrement en tête, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, pensez-vous que l'homme va savoir maîtriser l'IA, et est-ce que l'IA ne va pas nous dépasser, tout simplement? Alors, excellente question encore, une fois. Est-ce que l'homme va savoir maîtriser l'IA? Alors moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est pas elle qui va nous dominer. Mais il y avait un très grand auteur de science-fiction, Ray Bradbury, qui disait, lorsqu'on lui demandait s'il craignait les robots, il disait non, j'ai pas peur des robots, j'ai peur des hommes qui sont derrière les robots. Et on dira la même chose avec l'intelligence artificielle. N'ayons pas peur de l'intelligence artificielle, mais craignons les personnes qui sont derrière l'intelligence artificielle.